Tu te demandes si Bitcoin va retoucher les 100 000 $ cette semaine? S'il est encore temps d'investir? Eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le lundi 17 février 2025 et aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'actualité crypto et faire une analyse technique du Bitcoin. Alors installe-toi confortablement, c'est parti. Alors aujourd'hui, lundi, le marché n'a pas beaucoup évolué pendant le week-end. Vous verrez sur la courbe du Bitcoin, on est resté dans un range tout le week-end. Alors c'est un petit peu descendu aujourd'hui pour prendre les liquidités, on verra ça un petit peu après. On passe tout de suite sur le Crypto Fear and Greed Index, donc qui, je vous le rappelle, représente l'indice de la peur sur les marchés. Et donc encore une fois, on constate que nous sommes à 38, alors qu'hier nous étions à 41. Alors on descend, on oscille entre peur, neutralité, et c'est vrai que par rapport au prix, à l'action du prix du Bitcoin, c'est un petit peu inquiétant parce que à un moment où on est en plein bull run, on s'attend à voir un Bitcoin exploser et en fait il est coincé dans un range. Alors moi j'aime bien aller voir cet index sur CoinMarketCap qui nous permet d'aller voir l'évolution de tous les tokens, mais également il a des petits indices comme ça là que j'aime bien regarder. Alors notamment l'Altcoin Season Index. Alors, il ne faut pas trop se fier à cet index-là, en tout cas pour définir si on est en Bitcoin Season ou Altcoin Season, parce qu'en fait, il va prendre les 90 derniers jours et il va comparer à combien d'altcoins ont surperformé le Bitcoin sur cette période-là. Et donc, si 75% des altcoins vont surperformer le Bitcoin, alors là, il va estimer qu'on est en Altcoin Season. Mais moi, ce que j'aime bien regarder, c'est ça, en fait. Qu'en fait, il va prendre le top 100 des tokens et il va les classer par performance. Donc, ça permet de voir, en fait, quel token a vraiment surperformé Bitcoin et qui est vraiment dans le rouge. Vous voyez, par exemple, on voit que le Bitcoin il est là, en orange, et ceux qui ont le mieux performé, c'est XN, Hype, le projet dont je vous parlais la dernière fois, là. Trump, Virtual, XRP. Trump, c'est quand même étonnant. Quoique, 174%. C'est vrai que par rapport à son lancement, on est quand même au-dessus, puisqu'il est sorti à 1 ou 2 $ et qu'il est toujours aux alentours des 20 $. Donc oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon, si on prend toute la courbe, il est quand même monté à 77 pour redescendre à 15 derrière, quoi. Donc, très attention avec les mêmes coins. Et on a quand même, vous voyez, de bons projets qui ont bien surperformé le Bitcoin. Et à l'inverse, on a beaucoup de projets qui étaient très attendus, notamment l'intelligence artificielle, Fed, ING, Render, soi-disant devaient surperformer le Bitcoin. Et pour l'instant, sont bien dans le rouge. Donc, on patiente. Et celui qui fait le plus mal et celui qu'on attend le plus, c'est celui-là, l'Ethereum, toujours à moins 15% par rapport au Bitcoin. Est-ce qu'on va enfin rentrer en Ethereum Season? Parce que vous savez que généralement, selon les cycles précédents, si ça se passe comme les cycles précédents, et si tant est qu'il y a encore un cycle, généralement, le Bitcoin performe en premier, ensuite, la liquidité se déverse sur l'Ethereum, et ensuite, la liquidité d'Ethereum se déverse sur les altcoins. Et pour l'instant, c'est pas du tout ça. Donc, on patiente. Alors, au niveau du calendrier économique, aujourd'hui, rien à craindre, c'est un jour férié aux États-Unis. Il n'y aura pas de session de New York, donc il n'y aura pas de grosse volatilité à 14h30 en France. Par contre, dans la semaine, on va s'attendre à un discours de Trump au FOMC et à quelques chiffres qui pourront éventuellement faire bouger le marché. Mais le plus important là, dans la semaine, ce sera mercredi, le président qui parle et le FOMC. Ensuite, on passe sur les news. Alors là, sur cette petite carte, on voit que 32 États des États-Unis, vous savez qu'il y en a 51, 32 États ont déjà proposé des lois visant à réguler ou à intégrer Bitcoin et les actifs numériques dans leur cadre juridique. Et cela peut concerner plusieurs aspects. D'abord, la reconnaissance légale du Bitcoin comme un moyen de paiement, un cadre fiscal pour taxer les gains en crypto-monnaie, une réglementation des plateformes d'échange et des services crypto, et une adoption institutionnelle, comme l'investissement des fonds publics ou son utilisation dans les paiements gouvernementaux. Mais surtout, beaucoup parlent d'accumuler une réserve stratégique de Bitcoin pour les États. Oui, vu que le Bitcoin est globalement haussier sur les dernières années, sur du long terme, c'est un très bon investissement. Et donc le fait que 32 des États-Unis aient déjà commencé à travailler la question, c'est très encourageant, d'autant plus que ce n'est pas fini. D'autres États pourraient effectivement rejoindre la course. La news suivante, qui est aussi très intéressante, elle nous montre qu'en 2025, 50 000 bitcoins ont été achetés par les ETF Bitcoin. Or, seulement 18 678 bitcoins ont été minés, ont été créés. C'est-à-dire que la demande surpasse l'offre. En tout cas, l'offre créée, minée. Donc les nouveaux bitcoins qui sont mis en circulation. Et donc ça favorise la raréfication du bitcoin. Puisque là, la pression acheteuse est plus forte que la création naturelle de Bitcoin. Et donc, avec une demande qui dépasse l'offre, Bitcoin devient un actif encore plus rare, ce qui renforce sa position de valeur en tant que réserve de valeur et donc de son surnom d'or numérique. En résumé, cette situation pourrait être un catalyseur haussier pour Bitcoin, à condition évidemment que la demande des ETF reste élevée. Alors une petite news concernant notre cher Ethereum, qui a du mal à démarrer, notamment parce que la blockchain est considérée un petit peu comme trop lente. Vitalik Buterin, qui est donc le créateur d'Ethereum, a annoncé qu'ils étaient en train de travailler pour augmenter la limite de casse de l'Ethereum. Et donc permettre à la blockchain d'être plus rapide. Est-ce que ça va suffire pour que l'Ethereum se redresse? Je ne pense pas, malheureusement, mais ça va dans le bon sens. Ensuite, news suivante.
la sénatrice Cynthia Lewis, donc sénatrice aux États-Unis, qui est absolument pro-crypto, qui souligne le fait qu'une réserve de Bitcoin pourrait être vérifiée, contrôlée, approuvée, auditée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un simple ordinateur. En fait, ça fait écho à une news qui était parue hier sur le fait que le département DOGE, Doge, d'Elon Musk, a souhaité auditer les réserves fédérales d'or des États-Unis et qu'il va falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir un retour. Parce qu'effectivement, ce n'est pas aussi simple que de regarder dans la blockchain du Bitcoin. Et c'est bien qu'à mettre l'accent là-dessus, puisqu'effectivement, l'un des arguments principaux du Bitcoin, c'est qu'il pourrait remplacer l'or et devenir l'or numérique, parce qu'il est beaucoup plus pratique à utiliser, il n'y a pas besoin d'en détenir dans des coffres, et que, informatiquement, c'est beaucoup plus simple. Pour tout, pour les transferts, pour les contrôles et pour les échanges de manière générale. Et enfin, dernière news, Ibit, le TF Bitcoin du gestionnaire de fonds BlackRock, détient maintenant 587 050 bitcoins, pour une valeur totale de 57 milliards. Alors, ce qu'il faut savoir, une news très intéressante, je ne l'ai pas graphiquement, mais les ETF Bitcoin et la société MicroStrategy, maintenant qui s'appelle Strategy, la société de Michael Taylor, détiennent ensemble presque 5% de la totalité des bitcoins en circulation. Alors, c'est un signe d'adoption, c'est très bien. En revanche, pour la décentralisation, c'est un signe un peu moins bien. Il suffit que la société Strategy, par exemple, fasse faillite pour provoquer un gros mouvement baissier sur le cours. Et évidemment, ce sont des choses qu'on ne veut plus voir dans l'écosystème. Malheureusement, pour accélérer l'adoption, on est un peu obligé d'avoir des gros acteurs comme ça. Donc, c'est un mal pour un bien. C'était tout pour les news. On va maintenant passer sur l'analyse technique du Bitcoin et on va commencer par la Liquidation Heatmap. On me l'a demandé récemment. Et en fait, elle vient appuyer la théorie que j'avais émise samedi déjà. On voit donc sur une vue wiki, là, donc, toute cette charte représente la semaine qui est écoulée. Et on voit qu'il y a énormément de liquidités, enfin en tout cas beaucoup plus, aux alentours des 99 000, 100 000 dollars qu'en dessous. Vous voyez, plus c'est jaune, plus il y a des liquidités. En fait, ce sont des liquidations même, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui se sont positionnées ici à la baisse, donc qui ont parié, qui ont shorté le marché, et qui sont donc des positions ouvertes. Et si le prix revient dans ces zones-là, ce sont des personnes qui vont se faire liquider. Et généralement, le marché a tendance à aller chercher les liquidités pour pouvoir justement initier des mouvements plus gros. Et donc, on passe en vue sur le mois. Effectivement, on voit, ça confirme tout à fait ce que je vous disais samedi, c'est que selon moi, on va certainement monter un petit peu au-dessus de ces liquidations, aux alentours des 103 000 dollars, pour ensuite aller chercher les liquidités autour des 85 000 pour enfin initier le mouvement parabolique tant attendu. Allez, on rentre tout de suite dans les graphiques. Donc là, on est en daily. Alors en daily, ça veut dire quoi sur TradingView? C'est que chaque bougie représente une journée. Vous voyez, comme je vous expliquais depuis les derniers jours, là, ça fait depuis le 3 février, donc presque 2 semaines, qu'on est coincé dans un tout petit range et qu'on a du mal à s'en sortir. Mais on va zoomer un petit peu et vous allez voir. Donc j'ai tracé, je vous disais donc samedi que j'ai tracé les order blocks. Les order blocks, ce sont des zones où il y a eu des ordres qui vont initier un mouvement haussier ou baissier. Et ce sont des zones à forte probabilité de rebond. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les traverser, ça veut juste dire que à ces zones de prix, il y a eu des frictions. Et donc, quand le prix reviendra dans ces zones-là, il y a de fortes chances qu'il se fasse rejeter. D'ailleurs, on l'a vu ici, dès que le prix est arrivé à 98 000 dollars, il y avait eu un order block ici, et bien, à peine est-il entré qu'on est redescendu. Et donc, ma théorie de samedi, c'était que on montera aller chercher cet order block, on rejettera un petit peu, on remontera chercher cet order block, on retracera un petit peu, et on ira chercher le fair value gap un jour. Un fair value gap, c'est une zone de déséquilibre du marché. Donc je l'ai tracée en daily, vous voyez, sur la bougie daily. Et donc elle se trace entre 3 bougies, et on prend le plus bas de la première bougie et le plus haut de la dernière bougie. Et donc toute cette zone-là, c'est une zone où les vendeurs ont été beaucoup plus agressifs que les acheteurs. Oui, parce que quand on pose la question, pourquoi le prix monte ou pourquoi le prix baisse? Quand il baisse, on va dire, bah oui, naturellement, c'est parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Mais si les vendeurs arrivent à vendre, c'est qu'il y a un acheteur en face. Donc il y a exactement toujours autant de vendeurs que d'acheteurs. En réalité, ce qui fait monter ou baisser le prix, ça va être l'agressivité des vendeurs ou des acheteurs. Et donc, un fair value gap, c'est une zone, elle est là, c'est une zone où les vendeurs ont été beaucoup plus agressifs que les acheteurs. Et ça a créé donc ce fair value gap baissier. Et alors aujourd'hui, on a quelque chose de particulier qu'on n'a pas pu le voir ensemble la semaine dernière, puisque j'ai commencé les vidéos mercredi. C'est qu'aujourd'hui, on a le gap CME. Alors le gap CME, qu'est-ce que c'est? Rien à voir avec les order blocks ni avec les fair value gap. Le gap CME, déjà CME, ça veut dire Chicago Mercantile Exchange. En fait, c'est la bourse de Chicago.
La bourse, en fait, elle est fermée le week-end et le soir. Alors que le Bitcoin, lui, continue d'être coté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Hop, si on regarde sur le Chicago Mercantile Exchange, on voit que en daily, entre la clôture de vendredi, hop, on va zoomer un petit peu. Là, la bougie blanche, c'était vendredi 14 février. Le prix a clôturé ici. Et lundi, le prix a ouvert ici. Donc un gap, c'est un trou. Et il y a un trou entre 97 555 et 97 100 $. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les traders vont aller chercher à combler ce trou, ce gap CME, avant d'effectuer le réel mouvement de la journée. C'est pas une science exacte, ça n'arrive pas systématiquement, mais c'est vrai que statistiquement, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils aillent d'abord combler le gap CME. Ensuite, peut-être pour redescendre ou pour remonter. Et dans tous les cas, on se dirige vers le gap CME à l'ouverture de la bourse. Alors, aujourd'hui, c'est férié. On n'ira peut-être pas le chercher aujourd'hui, peut-être que ce sera demain. Mais on ira le combler. Alors, 2 petits rappels quand même pour que vous puissiez comprendre mes graphiques. C'est que moi, mes bougies vertes sont blanches et mes bougies rouges sont bleues. Je vais déjà expliquer ça dans une précédente vidéo. C'est pour l'effet psychologique. Parce que le rouge représente souvent la peur, le sang. Et quand on voit un graphique très rouge, on a tendance à être influencé par cet effet graphique. Et donc, pour rester complètement neutre vis-à-vis de cela, beaucoup de traders choisissent de ne pas utiliser le vert et le rouge pour leur bougie. Et enfin, pour que vous compreniez mieux cette histoire de gap, je vous explique rapidement comment se lit une bougie japonaise. La bougie, on va prendre sur la grande qui est là, elle a un corps de bougie et elle a des mèches. Okay, quand la bougie est blanche ou verte, c'est que elle a ouvert au bas du corps et elle a fermé en haut du corps. Et que pendant toute la période, parce que là c'est une bougie qui dure un jour, elle a oscillé tout le long des mèches. Le corps indique juste là où elle a ouvert et là où elle a fermé. Et à l'inverse, sur une bougie baissière, elle a ouvert en haut du corps et elle a fermé en bas du corps. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous maintenant, que vous compreniez cette histoire de gap CME. Et donc pour finir mon hypothèse, je vais l'illustrer. Selon moi, le prix ira faire hop, comme ça, peut-être un peu frottement, comme ça, hop, pour... Beaucoup vont pas aimer cette théorie, mais elle est malgré tout fort probable. Vu comment on s'est fait rejeter à l'ATH la dernière fois, il y a une forte pression baissière au-dessus de nous. Et ce fair value gap daily qui est au-dessus, il est selon moi très puissant. Alors il n'y a pas de sens exact, hein. Peut-être qu'on peut monter un petit peu plus aux alentours des... Allez, entre 103 et cette bougie bleue là, on va dire 104 700 quoi, 104 700. On peut arriver jusque là avant d'initier un mouvement baissier. Malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas une bonne nouvelle à court terme. À moyen terme, long terme, je pense qu'effectivement, on a besoin encore un peu d'énergie pour pouvoir remonter. Donc, selon moi, j'espère que on aille chercher ce fair value gap pour ensuite aller prendre du jus en bas, aller peut-être liquider. Non, on n'ira pas aussi là. J'espère pas en tout cas. Mais aller dans cette zone où le prix a frotté, et donc aller dans ces eaux-là maximum, aux alentours des 88 000 $, pour enfin remonter et avoir ce mouvement parabolique tant attendu. C'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour que YouTube puisse vous proposer plus de mon contenu. Allez, cheers!